Bonsoir, bienvenue dans Parole de créateur. Je suis Nathalie Guillot, présidente fondatrice de la Fondation Tali, auteure et éditrice. Merci d'être avec nous plutôt qu'avec Jean Castex qui nous annonce un nouveau couvre-feu généralisé. Et face à l'urgence écologique, la Fondation Tali élargit son champ d'exploration et d'action. Artistes, designers, philosophes, scientifiques sont invités ici à repenser le monde actuel. Et ils répondront au fil de cette conversation, de ce nouveau format que nous avons créé, et au fil de la rencontre à ces questions. Quel engagement face à l'urgence écologique? Comment construire de nouveaux narratifs, de nouvelles façons de produire et diffuser l'art dans un monde de plus en plus dématérialisé et pour éveiller les consciences face aux enjeux climatiques. Alors, le programme ce soir, c'est que la conversation va durer à peu près 45 minutes et vous pourrez poser vos questions sur le petit onglet Converser en bas de l'écran. Et l'événement est enregistré, retranscrit en direct sur la page Facebook sur la page Facebook de la Fondation et disponible bien sûr en replay sur le site dès demain. Et ce soir, je suis très très heureuse de recevoir deux personnalités dont la pratique questionne bien les enjeux du vivant. L'une est designer, Marlène Huissou, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Je crois que vous êtes dans un endroit fabuleux au Portugal, à Faro, dans une résidence. Vous nous en parlerez dans un instant. Et donc, elle conçoit des œuvres organiques. Et l'autre, Tariq Shekshak, bonsoir. Bonjour Nathalie, merci pour l'invitation, ravi d'être là. Merci à vous d'être là également. Donc, vous êtes ingénieur écologue, biologiste et vous enseignez le biomimétisme pour apprendre à produire demain en adéquation avec le vivant. Et vous nous en parlerez également dans un instant. Alors, Marlène Huissou, vous avez un sacré parcours. Vous êtes diplômée de la Centrale Saint-Martin à Londres et vous êtes fille d'apiculteur et vous inspirez depuis toute petite, en fait, du savoir-faire de l'abeille et du ver à soie dans votre œuvre. Et votre atelier que nous allons visiter tout à l'heure, nous allons y découvrir un véritable laboratoire où vous explorez les possibilités de création de la propolis. Alors, la propolis, c'est la résine naturelle, c'est une résine naturelle biodégradable et également du ver à soie, dont le cocon, j'ai découvert ça, est aussi résistant que le cuir et offre des potentiels incroyables. Alors, dans votre œuvre, il y a des cabinets, des consoles, des bancs qui se parent de milliers de cocons de soie recouverts d'une épaisse couche de résine naturelle. Vos pièces ont cette rondeur organique du vivant, cette beauté un peu magnétique qui traduit pleinement le concept de l'éco-design et d'une économie régénérative. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie générative? Pareil, ça fera l'objet de notre discussion. En 2020, vous avez remporté le prix Wood Award du Musée de la Science de Londres et vous avez intégré le top 70 des stars du design anglais, nommé par le Design Council comme l'artiste expérimentale la plus innovante. Votre travail a notamment été présenté au Victoria Albert Museum à Londres, au Centre Pompidou, et c'est là où nous nous sommes rencontrés, à Paris, à Art Basel, New York, Dubaï, Milan et également au Musée des Arts appliqués de Vienne. Et pour répondre à votre pratique, j'ai invité Tariq Shekshak. Alors, Tariq Shekshak, vous êtes le directeur du pôle biomimétisme de l'Institut des futurs souhaitables, qui est un laboratoire de prospective, et c'est là également où nous sommes rencontrés. Tout à fait. Voilà, vous êtes expert du bureau d'études Picaya, qui est une société de conseil en solutions biomimétiques. Vous avez été pendant 12 ans le directeur du programme Sciences et Environnement pour l'équipe Cousteau et la Cousteau Society, donc deux ONG dédiées à l'environnement. Vous avez un parcours incroyable, ingénieur écologue, biologiste, pionnier en France du biomimétisme. Vous l'enseignez dans des écoles d'ingénieurs de commerce.
pour des organisations territoriales, d'entreprises. Vous êtes membre fondateur du Centre européen d'excellence de biomimétisme, le CIBIOS, qui dirige 175 programmes de recherche sur le sujet. Et parce que vous n'en avez pas assez, vous êtes aussi passionné des milieux polaires depuis plus de 15 ans, régulièrement chef d'expédition en Arctique comme en Antarctique. Et cette année, malheureusement, vous nous dites que vous ne pourriez pas aller faire cette expédition à cause du Covid. Et donc, avant de faire cette visite de l'atelier de Marlène, j'ai envie, Tariq, de vous poser une première question. Toute simple, qu'est-ce que le biomimétisme? Merci à vous deux. Merci. Encore une fois, vraiment merci pour cette invitation et je suis ravi de pouvoir partager cet instant d'échange avec Marlène et avec vous. Je vais peut-être partager mon écran pour pouvoir un petit peu introduire et vous me dites si c'est OK, si c'est bon. Est-ce que vous voyez bien mon écran en plein écran? On voit très bien. Moi, je vois très bien. Parfait. En fait, le biomimétisme, c'est assez ancien. Enfin, la bio-inspiration plutôt est assez ancienne. Je crois que dès que l'humanité a commencé à pouvoir s'interroger sur sa place dans le monde, nos ancêtres ont probablement observé les autres animaux, les stratégies autour d'eux pour essayer d'en tirer des enseignements. Finalement, le biomimétisme lui-même, par contre, c'est un sous-ensemble de la bio-inspiration qui est un petit peu plus récent. Et ça, c'est une Américaine qui s'appelle Janine Benyus qui a en fait posé une intention au sein du biomimétisme qui est certes de s'inspirer de la nature, mais avant tout pour régler les grands problèmes écologiques, mais aussi sociétaux en général, de responsabilité sociale qui nous incombent. Donc ça, c'est 1997 et c'est une femme, Janine Benyus, aux États-Unis, qui a posé cette posture-là, cette intention au sein de la démarche. Alors maintenant, il y a trois grandes façons finalement d'appliquer cette intention-là. On dit souvent dans la communauté des biomiméticiens et biomiméticiennes qu'on essaye d'apprendre de 3,8 milliards d'années de recherche et développement en durabilité. 3,8 milliards d'années étant le nombre d'années énorme qui nous sépare depuis le moment où LUCA, la toute première cellule, Last Universal Common Ancestor, est apparue dans l'océan primordial il y a donc 3,8 milliards d'années. On peut apprendre des résultats de l'évolution. Par exemple, pourquoi ce coquillage a cette forme? Pourquoi cet arbre a cette forme? À quel type de contrainte? Et en général, il y a plusieurs types de contraintes. Cette forme est une réponse. Et là, ça va surtout inspirer justement l'architecture, le design objet. Peu de gens savent que même notre tour Eiffel nationale est indirectement bio-inspirée. Gustave Eiffel ayant travaillé avec un ingénieur allemand qui avait étudié la coupe sagittale de l'os de fémur humain, où il y a de la répartition de matière que sur les lignes de force. On n'est pas dans le moule plein, on est vraiment dans une économie de matière pour des raisons économiques à l'époque. Mais bien sûr, ce qui dit moins de matière dit aussi un peu plus de vertu écologique quelque part. Donc ça, c'est le biomimétisme qui va s'intéresser plutôt à la forme en général. Ensuite, on a plutôt le côté processus. Les stratégies d'optimisation d'un vol en essaim, par exemple, d'insectes. On parle des abeilles. Ça va nous donner surtout des algorithmes. L'algorithme des abeilles, par exemple, nous permet d'optimiser le moment où on va partir exploiter une ressource de pollen dans un champ, et puis le moment où, même s'il reste de la ressource, il vaut mieux changer et essayer de trouver autre chose. L'algorithme des fourmis, par exemple, aussi, que peu de gens savent que tous vos GPS, en fait, fonctionnent grâce à un algorithme qui a été défini grâce à la façon dont les fourmis vont partager l'information sur le chemin le plus court quand elles ont trouvé une source de nourriture. Et puis, il y a une troisième façon de faire du biomimétisme qui est à prendre des recettes de succès de l'évolution. Qu'est-ce qui semble émerger comme cahier des charges de ces 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs, avec parfois des grandes crises d'ailleurs, des grandes disparitions d'espèces. Et alors à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les principes du vivant. Par exemple, l'énergie solaire comme source principale d'énergie, l'eau comme solvant universel, fabriquée à température et pression modérée, au lieu de haute pression, haute température et solvant toxique dans la plupart de nos industries. Tout déchet est une ressource. Et on voit en fait que, effectivement, comme le disait déjà Léonard de Vinci, grand observateur de la nature, il y a matière vraiment à se demander si c'est pas notre futur actuellement de pouvoir retrouver une posture d'humilité et de se dire, observons ce que le non-humain a été capable de générer comme solution de manière beaucoup plus performante en économie de matière et d'énergie que nous sommes capables de le faire. Et là, vous avez une photo de Janine qui a vraiment été la première, et je tiens à lui rendre hommage, à
engrammer dans la démarche cette posture fort importante. Quelques exemples pour finir, hein, rapidement, de biomimétisme de la forme au service des énergies renouvelables. Vous voyez une baleine à bosse qui a des nodules sur sa nageoire qui lui permettent en fait de gérer les dynamiques de fluide et faire des mouvements extrêmement élégants et extrêmement comment dire efficaces dans un volume relativement contraint. Et en appliquant en fait ce qui se passe sur ces nageoires à des pales d'éoliennes cette fois, on arrive à avoir des éoliennes qui fonctionnent avec une plage d'usage beaucoup plus grande par rapport aux intensités de vent et en générant beaucoup moins de nuisances sonores. En France, on a une start-up qui s'est intéressée au captage d'énergie des mers cette fois, et leur modèle, c'était parti de la conclusion que ça soit les poissons ou les mammifères marins, il n'y avait pas d'hélices dans la nature, mais plutôt des membranes ondulantes. Donc l'idée ici n'était pas de se déplacer, mais de récupérer grâce à des membranes ondulantes l'énergie des mers. Voilà un exemple de forme. Sur les processus, une innovation qui me semble extrêmement importante à surveiller, qui est encore un peu dans les laboratoires, même si on commence à tester des choses, c'est de remplacer notre façon d'utiliser l'énergie solaire, qui a besoin de haute pression, haute température, de ressources qui viennent de l'autre bout de la Terre, en général des terres rares et des choses qui ne sont pas forcément vertueuses d'un point de vue environnemental, et prendre comme modèle n'importe quelle plante qui est dans votre appartement ou qui a pu éventuellement agrémenter votre printemps ou votre été, ou même les plantes qui sont encore vertes comme les sapins par exemple. C'est de la photosynthèse dont je parle bien sûr, et de la photosynthèse, la capacité à capter l'énergie du soleil en utilisant pour fabriquer ces panneaux solaires-là des ressources disponibles autour de la plante, elle ne peut pas bouger, fabriquée à température et pression ambiante dans de l'eau. Et en plus de ça, bien sûr, la feuille fait bien plus que capter du soleil pour transformer ça en sucre et en autres éléments indispensables. C'est aussi une zone d'échange de gaz, d'échange d'eau et une source de nourriture ou d'abri pour plein d'êtres. Le jour où on arrive à copier ce type de cahier des charges, alors là, on pourra dire qu'on aura fait très fort. Et je pense que c'est une des innovations de rupture dans l'énergie qui s'en vient. Je finirai avec quelques exemples. J'ai déjà parlé des abeilles, la façon extraordinaire de se déplacer d'un banc de poissons. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? On est plus dans le biomimétisme des algorithmes, des processus. C'est aussi les algorithmes évolutifs, les algorithmes génétiques. J'y vais un peu rapidement. Et puis les principes du vivant, j'en ai dit quelques-uns tout à l'heure. Quand vous regardez la composition des matériaux du vivant avec toutes leurs performances, eh bien, la plupart des atomes, ce sont les mêmes, mais avec énormément d'intelligence dans la façon dont c'est agencé à différentes échelles. On est dans le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore, et pas dans le plomb, dans le cadmium, et des éléments qui, une fois qu'ils se retrouvent dispersés de la technosphère dans la biosphère, posent des tas de problèmes. Et tout ça, encore une fois, l'eau comme solvant universel et fabrication à température et pression ambiante. L'économie du vivant est aussi fixatrice de carbone, y compris notre propre corps, et on est encore en train de se demander comment on pourrait réduire nos émissions. Les falaises des trottards, c'est de la biominéralisation du calcaire fait par les coquilles d'organismes pendant des milliers d'années, et on se retrouve avec des gigas et des gigatonnes de carbone qui ont été extraits par la vie de l'atmosphère pour être enfermés dans le stock. Que faisons-nous depuis 200 ans? On fait exactement l'inverse de ce que des millions d'années nous ont donné comme leçon. J'ai parlé des déchets. Tout déchet est une ressource dans les écosystèmes. On commence à parler de recyclage. On est encore très, très loin de faire des choses qui sont aussi performantes que ce qu'on va retrouver dans une forêt ou dans un récif de corail. Et puis, finalement, se dire aussi que, à l'échelle des écosystèmes au moins, le tout est généreux en service. Service de régulation, service d'approvisionnement, les fibres, le bois, ce que vous allez retirer comme nourriture, la régulation du climat par le stockage du carbone, mais aussi une forêt sur un bassin versant va atténuer les grandes précipitations. Service culturel, vous avez envie de vous promener dans cette forêt avec votre famille ou c'est un site sacré pour un peuple. Service de support, vous respirez, vous avez un taux d'oxygène qui n'est pas possible sans que des plantes soient là. Voilà, j'arrêterai ici. C'est juste quelques exemples pour vous donner un parfum du champ des possibles. Et puis, je serai ravi maintenant d'échanger sur le reste de la façon dont ça pourrait s'incarner dans les processus de design. Alors, justement, donc Marlène travaille à partir de la propolis. Donc, Marlène, comment design-t-on le vivant, l'organique, qui par définition est évolutif et vivant? Donc, comment le fiche-t-on et
Et comment est arrivé cet intérêt pour le travail de la propolis et des cocons de soie dans ta pratique? Ah, je vois que Marlène a disparu, elle est déconnectée. Donc, elle va se reconnecter. Donc, moi, j'ai une question. Je voulais savoir si on était en retard ou en avance, la France, par rapport aux recherches biomimétiques dans l'industrie. Comment se place la France par rapport à l'échiquier mondial sur ces enjeux biomimétiques, en attendant que Marlène revienne? Alors, il y a une organisation que vous avez citée tout à l'heure qui s'appelle le CEBIOS, Centre européen d'excellence en biomimétisme, qui au Mhm. départ a été stimulé par une rencontre dans la ville de Senlis entre un cadre de la R&D du groupe L'Oréal, qui était persuadé que c'était l'avenir aussi de l'innovation et de la recherche, et donc des élus locaux qui avaient envie de transformer une ancienne caserne en un site qui soit plein de sens par rapport à aider aux transitions vers nos futurs souhaitables. Donc ça, c'était il y a déjà quelques années. Et le positionnement très particulier de la France, c'est que bien qu'en Allemagne, il y ait des réseaux qui sont bien structurés sur la bio-inspiration, il n'y avait pas cette spécificité d'enjeux environnementaux. Il n'y avait pas cette spécificité d'enjeux de l'éco-conception. Et là, en France, on a une carte extraordinaire à jouer en partant du principe que le biomimétisme ne peut être qu'au service, quelque part, de ces grands enjeux. Et je mettrai là-dedans aussi les enjeux humanistes, sociaux. Parce qu'il n'y aurait rien de plus insupportable, de notre point de vue, hein, je parle au nom vraiment de toute la communauté avec qui je travaille, que de s'inspirer de la nature pour continuer à mieux la détruire finalement. On est en train de provoquer malheureusement la 6e extinction de masse de la biosphère. Donc la France est en train de se structurer de plus en plus rapidement pour être capable de répondre à ces enjeux grâce au biomimétisme et à d'autres choses, hein, l'économie circulaire qui a beaucoup de convergence, l'agroécologie, etc. Et là, il y a un soutien de plus en plus fort, non seulement du secteur privé, mais aussi des institutions. Le CBIOS est en train de franchir un cap clairement depuis quelques mois, depuis un an, et on voit de plus en plus d'intérêt pour la démarche. Donc là, moi, je suis assez, même si l'urgence est là, je suis assez confiant dans le fait que je suis même en saturation presque, qui est presque une bonne nouvelle. Hein. Il y a beaucoup de demandes pour essayer de faire des preuves de concept dans pas mal de domaines, que ce soit la petite ou moyenne entreprise ou le grand groupe. Mhm. Alors, c'est aussi pour ce biomimétisme, c'est aussi pour se libérer de notre dépendance aux énergies fossiles à terme. Est-ce que c'est possible? On parle aussi, je fais un parallèle avec les énergies renouvelables. On sait que le mix des énergies renouvelables n'est pas suffisant pour pouvoir produire subvenir à tous nos besoins énergétiques. Quid du biomimétisme? Est-ce que ça pourrait remplacer, non, est-ce que ça pourrait remplacer à terme tous nos besoins en termes de produits? Je vois par exemple la bardane qui pourrait être la fleur de bardane qui est un scratch naturel. Cette éco-conception, cette accélération sur l'éco-conception dans le retail, les grandes entreprises mondiales, donc il y a vraiment un désir et un besoin et une volonté d'accélération sur ce sujet-là. Pourquoi ça ne va pas assez vite, en fait, finalement, au sein des entreprises? Est-ce que c'est une question de mentalité? Qu'est-ce qui bloque, en fait? Parce qu'on en parle Il beaucoup, y a, mais… il y a plusieurs choses. Déjà, encore une fois, il y a un phénomène d'accélération depuis un an à peu près, où on est passé de la curiosité et à un début de preuve de concept à quelque chose qui commence à devenir beaucoup plus incarné. Ceci dit, il y a des freins, clairement. Et je vois que Marlène, donc je vais être assez rapide. Un des freins principaux, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore capable d'avoir les performances des matériaux du vivant qui dépendent en fait beaucoup d'une organisation à différentes échelles extrêmement intelligente. Donc avec l'impression 3D, par exemple, on ouvre un nouveau champ qui nous permet d'approcher ce type de performance. Mais on est encore assez au début du potentiel de l'impression 3D. Et beaucoup de la performance du vivant en énergie, donc en empreinte énergétique et en empreinte matériaux, vient, un peu comme je l'ai dit pour la Tour Eiffel, d'un design très subtil et très fin de la façon dont on va déposer la matière, dont on va l'organiser en 3D. Il y avait clairement des freins technologiques et de coûts en fait des technologies qui jusqu'à maintenant sont encore vrais, mais qui vont certainement être challengés, améliorés dans les années qui viennent. Ça, c'est certainement un des freins, un verrou technologique, on va dire. Et puis, il y a aussi une posture, effectivement.
qui est déjà d'avoir cette intention-là, de se dire que ça vaut vraiment la peine. Au départ, il y a un investissement à faire, comme toute nouvelle approche, pour apprendre les méthodes, pour comprendre le potentiel, comprendre aussi les principes qui génèrent de la performance dans le vivant, et ensuite faire des preuves de concept qui eux-mêmes vont convaincre d'autres acteurs, y compris en interne de ces industries. Bon, il y a un temps qu'on ne peut pas, excusez-moi de l'anglicisme, squeezer d'une certaine façon. Il faut passer par ces processus-là pour qu'ensuite ça accélère réellement sur des bases saines. Alors, donc justement, on va parler de conception. Donc, Marlène, vous avez fait le master de matériaux des futurs. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans la conception du vivant. Donc, expliquez-nous un peu ce que ça veut dire concevoir à partir du vivant et votre intérêt depuis longtemps sur l'intelligence des abeilles, la propolis. Et voilà. Donc, on vous écoute. Puisque vous êtes de retour, Marlène. Ah, elle a de nouveau disparu. Alors, on va peut-être donner la parole à Tara. Tara, est-ce que Tara peut nous faire la visite de l'atelier de Marlène? Oui, bonsoir. Désolée, Bonsoir, j'étais en Tara. train de unmute. En attendant que Marlène revienne et explique la démarche dans son travail, on peut peut-être commencer la visite de son atelier dans la banlieue parisienne, enfin en campagne parisienne. D'accord, juste, je descends les escaliers et j'allume ma caméra. Désolée, je pense qu'elle a des problèmes avec son Wi-Fi. Non, non, mais c'est pas grave. On a l'habitude de s'adapter. Donc, elle va revenir à un moment ou à un autre. En attendant, donc j'ai rencontré Marlène via le cercle de design de Pompidou et notamment une très exposition très qualitative de Marie-Ange Breyer, commissaire d'expo à Pompidou, qui s'appelait la fabrique du vivant. Et donc, qui invitait des artistes qui travaillent qui questionnent les enjeux du vivant dans leur pratique et donc qui figent la matière en fait. Donc voilà, je vous laisse la parole, Tara. Merci de nous accueillir. Merci de nous avoir avec vous. Donc, ça, c'est l'atelier où… Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Merci. D'accord. Donc, ça, c'est l'atelier où on travaille. Désolée, il y a plein de paille partout parce qu'on est en plein projet. On est en train de faire des ruches avec des techniques primitives, avec la paille et de la bouse de vache. Et du coup, il y en a un peu partout. Mais là, si vous voulez, vous pouvez voir le projet Please Stand By. C'est un projet qui a été fait à Londres. C'est un habitat pour insectes, un refuge pour insectes dans les villes, dans les jardins de Londres. Et c'est une sculpture qui est faite en argile, qui n'est pas cuite. Et vous pouvez voir tous ces centaines de petits trous. C'est pour que les insectes puissent venir se réfugier là-dedans. Et donc… et les insectes vont vraiment… vous avez élaboré un besoin de la part des insectes de venir se réfugier dans ce type d'habitat Exactement. Il y a eu une collaboration avec des scientifiques anglais pour qu'on puisse optimiser au maximum la fabrication de ces pièces et que les insectes se sentent en sécurité et surtout qu'ils puissent y habiter sans aucun souci. Et du coup, chaque trou que vous voyez, au fait, il y a à peu près 10 à 12 cm En fait, c'est des trous de 10 à 12 cm d'épaisseur et du coup, ils ont tout l'espace pour rentrer. Et les trous ne sont pas connectés pour que les insectes puissent avoir chacun leur propre refuge un peu, mais cohabiter dans une même pièce. D'accord. Et vous faites aussi des expériences avec, donc vous dites, de la bouse de vache pour des habitats potentiels, mais ça c'est assez ancien dans les tribus africaines. Donc vous mélangez résine. Oui. Montrez-nous un peu les expériences que vous faites. En fait, on s'est même inspiré de façon primitive qui se faisait même en France ou un peu partout dans le monde, où on utilisait souvent la bouse de vache, où on tressait avec de l'osier pour faire des ruches d'abeilles. Et ça, c'est un peu ce qu'on a fait. Donc, on essaye beaucoup. On se donne la marge d'avoir beaucoup de fautes avant de commencer quelque chose. Et du coup, on essaye plusieurs façons de travailler la bouse de vache avant d'arriver à un résultat. Et
les pièces à la fin, comme vous pouvez voir ici, ou bien sur ce modèle-là, on les imbibe d'une cire naturelle et on rajoute du pigment naturel pour rendre tout ça imperméable. Et ça, c'est les différents samples qu'on travaille. Donc, on travaille déjà beaucoup des petits formats et des petits scales pour trouver le meilleur moyen de travailler les pièces plus tard. Et puis là, par exemple, vous avez les cocons de soie dont vous parliez. Et du coup, le process, c'est au fait de nettoyer tout ça, de récupérer toute la fibre. Et puis, une fois que les cocons sont nettoyés, on les sculpte de cette manière, on les assemble. Et après, c'est imbibé aussi de résine d'abeille. Ok, on peut peut-être montrer les œuvres de Marlène, recouvertes de cocons de soie. Et ces cocons de soie viennent d'où, Tara? Viennent d'Inde, je crois, non? Ah, Exactement. voilà, il y a une première pièce ici, donc un magnifique buffet cabinet. Je crois que c'est celui-là que j'ai vu à Pompidou. C'est possible, ça ou... Oui, c'est exactement celui-ci. Et donc, il n'y a pas une problématique de préservation, de conservation? Comment ça se... Non, pas du tout, parce qu'au fait, ce matériau que Marlène a pu utiliser a été envoyé dans un laboratoire où ils ont testé la durabilité dans le temps de cette résine. Et au fait, c'est infini comme le miel. Et même quand vous vous approchez des pièces, j'aurais voulu que vous puissiez le voir à travers l'écran, mais ça sent très fort le miel. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Oui, bien sûr. Et donc, c'est une édition ou c'est une pièce unique? C'est une pièce unique. Il y a différentes pièces de cette collection et l'intérieur est fait en bois, donc c'est complètement fonctionnel. Et donc, ça doit être des heures et des heures de travail, non, j'imagine? C'est énormément de travail manuel, exactement. Donc ça, on pourrait dire que c'est presque de l'artisanat parce que c'est des pièces uniques qui sont travaillées à la main. Et donc, la résine, la couleur sombre, c'est donné par la résine puisque le cocon est blanc. Exactement. Au fait, c'est une couleur assez... sur l'écran, ça a l'air sombre, mais c'est une nuance d'ambre et de noir. Ça dépend combien vous chauffez la résine ou combien vous voulez qu'elle soit foncée. Donc, il y a tout ce panel de couleurs auquel vous pouvez arriver avec la résine. Et alors, il y a d'autres mobiliers, je pense, que vous pouvez nous présenter. Ah, voilà Marlène. Marlène, vous êtes de retour, Marlène. On est ravis de vous retrouver. On a commencé la visite pour vous. Alors, on était en train de parler de le côté de la difficulté Super. de conservation, mais on vous écoute. Vous m'entendez? Très bien. On vous entend très bien. On vient de commencer la présentation. On vous écoute. Bonsoir à tous et je suis désolée, je suis au beau milieu de nulle part au Portugal. Du coup, Internet a décidé de ne plus fonctionner du tout. Je suis ravie d'être là et ravie de partager ces interrogations avec vous. Je vous de mon travail. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Si tout fonctionne bien. Voilà. Hop. Donc, je suis un peu un mix entre un design. Marlène, vous êtes un mix? Ouais. Nathalie? Oui. Je conseillerais à Marlène de désactiver sa caméra quand elle présente son écran parce que si elle a un flux qui est faible, ça risque de ne pas fonctionner. Juste. On peut peut-être tous désactiver notre caméra, non? C'est surtout son flux à elle, donc je pense qu'au minimum, il y ait juste le son et pas la caméra. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. On vous entend très bien, Marlène. Ah, là, Bon, je crois que ça va être un petit peu compliqué. Marlène. Oui, vous m'entendez? Oui, voilà, là, on vous entend. On vous entend. Ok, on est prêt alors.
à essayer. Donc, je suis vraiment entre plusieurs domaines de création, entre la chance de grandir dans les Alpes, dans une famille d'apiculteurs. Donc, vous avez ici mon père et ma mère. Et j'ai toujours cherché à un peu challenger la matière et toujours été intéressée par le petit monde des insectes. Du coup, comme j'ai été toujours entourée d'insectes autour de moi. Et le premier insecte avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est l'abeille. Et j'ai décidé, quand j'ai intégré un master à la Central St. Martins de Londres, de faire une recherche autour d'une résine d'abeille que l'on trouve dans la ruche qui s'appelle propolis. C'est une matière que les abeilles vont prendre sur les arbres et qui est très très proche du verre. Donc, dans une idée de célébration de ce monde de l'abeille, j'ai voulu essayer toutes les techniques de verre possibles, que ce soit du soufflage de verre ou de la gravure. Et j'en ai créé des sortes d'artefacts. Donc, pour moi, ce ne sont pas vraiment des objets, mais des pièces entre la sculpture pour passer un message. Et tout le message là pour ces pièces-là, qui sont mes pièces de diplôme, ça a été vraiment la célébration de la beauté et de l'intensité du travail des insectes. Comment on peut les réintroduire aussi dans nos vies, parce que beaucoup de gens sont effrayés d'eux. Et j'ai poussé la chose encore plus loin en travaillant avec des vers à soie également. Je ne sais pas si vous voyez un peu un cocon de vers à soie construit, mais ça a plusieurs couches de fibres. Donc, j'ai décortiqué pendant des heures et des heures des fibres de cocon de vers à soie. Et grâce, en fait, dans cette idée de pousser la matière encore plus loin, le ver va produire une glu naturelle qui s'appelle séricine. Donc, en chauffant un peu la matière et en regroupant ces fibres ensemble et en les mouillant, on peut créer une sorte de cuir d'insectes très, très solide, qui peut être vraiment traité et modulé comme du cuir, qui peut être un traitement isolant aussi. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on n'a pas du tout utilisé de matériaux extérieurs à ça, que ce soit des produits chimiques ou des glus. Vraiment purement dans le matériau lui-même que c'est né ce matériau. Et voilà, donc c'est encore en phase d'expérimentation. Ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. La connexion est très très mauvaise. Et les cocons qui sont assez spécifiques, c'est des cocons de la piscine. Parce que dans l'industrie de la soie, on va tuer régulièrement en bouillant le verre à l'intérieur de son cocon pour pouvoir récolter la soie. Ok. Vous m'entendez? Écoute, pas très bien pour être tout à Peut-être fait Tara, si tu peux prendre le relais pour présenter un peu l'atelier. Oui, je pense que Tara peut prendre le relais parce que la connexion est très très mauvaise malheureusement. Le travail est passionnant, mais un peu haché dans la présentation. On est victime des aléas de la rencontre digitale. Donc, Tara, est-ce que vous pourriez prendre le relais? Oui, je peux le faire. Je suis là. Bon. Vous m'entendez? Oui, on vous entend mieux. D'accord. Et est-ce que vous voulez que je continue un peu à présenter ce qu'elle… Oui, tout à fait, tout à fait. Puis après, on rentrera en échange avec Tariq sur la pratique de Marlène, parce que ça, c'est une conversation. Si Marlène peut reprendre la conversation avec Tariq, ce serait chouette. Je crois que je suis en ligne, non? Oui, tout à fait. Ok, donc, je pense que c'est bon. Ils ont réparé Internet. Ah, ok, parfait. Ben alors, on vous laisse poursuivre, Marlène.
Ok, très bien. Alors, je vais repartager mon écran. Hop. Voilà, donc, comme je le disais, j'ai beaucoup travaillé avec des cocons de verre à soie qui viennent du mouvement de la Peace Silk, donc pour célébrer vraiment la vie de l'insecte. Et c'est vrai qu'on est sur des toutes petites ressources, comme on est dans le monde des insectes. Et le Victoria Albert Museum s'est permis de me donner une commande pour essayer de vraiment donner une plus grosse voix à mon travail en me proposant de partir sur des pièces un peu plus grandes. Donc, j'ai développé toute une collection qui s'appelle Cocoon, qui est composée de plusieurs milliers, enfin, ça dépend des pièces, mais il y a plusieurs milliers de cocons de verre à soie qui sont tous agglutinés ensemble, comme ça, sur des pièces entre vraiment l'objet et la sculpture. Et ensuite, ils sont vernis, comme vous pouvez le voir, avec une très fine couche de résine d'abeille. Donc voilà, là, on est sur une armoire, par exemple, qu'on peut fermer, qu'on peut vraiment voir comme une sculpture. Pour nous, c'est pas vraiment important de faire de l'objet. Pour nous, c'est vraiment important de donner plus une importance à l'insecte et de célébrer et d'arrêter un peu d'avoir peur de lui aussi. Et il y a vraiment un côté très éducatif, je dirais. C'est vrai que tous les publics sont un peu mêlés. On aime beaucoup de parler aux enfants, par exemple. C'est vraiment un outil assez pédagogique également qu'on emploie dans notre travail. Et parce que le plus important, c'est quand même que dans les 10 dernières années, on a perdu environ 41% de nos espèces d'insectes. Et donc maintenant, au lieu de célébrer vraiment l'insecte en travaillant avec ces matériaux, je me questionne plus en collaborant avec que ce soit des scientifiques ou des artisans, vraiment comment, en tant que designer et artiste, on peut aider ce petit monde des insectes. Donc, par exemple, ça, c'était le travail qui a été commandé par le Science Museum de Londres, qui vraiment voulait se remettre en question l'habitat des abeilles et l'habitat des abeilles en ville également. Et comment, en fait, l'apiculture industrielle du 19e siècle avait préformaté un rendement du miel grâce au cadre à miel pour produire du miel partout, alors que nous, ce qu'on voulait faire, c'était plus célébrer vraiment un habitat qui était confortable pour l'abeille. Donc, on a réalisé cette ruche-là en partenariat avec des scientifiques et des artisans. Et ensuite, la même année, en fait, et je pense que ça vient aussi du fait que c'est un sujet qui fait cœur et qui fait sens. Donc, on n'a reçu que des commandes dans ce sens-là. On a été commissionné par la ville de Londres aussi pour créer des abris pour insectes. Et c'est vrai qu'en tant que designer, il y a beaucoup de gens qui me demandaient quand est-ce que j'allais faire ma première chaise. Et c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu ce rapport à l'humain, mais là, j'ai vraiment voulu faire ma première chaise en honneur aux insectes. Donc, c'est une chaise qui est perforée de plein de petits trous, en fait, qui sont profonds d'environ 10 à 15 cm et qui permettent aux insectes de se réfugier et de vraiment trouver un espace qui leur est propre et cher au sein des villes. Et donc ça, c'est une commande, c'est des commandes qui vont être dans l'espace public. Exactement. Donc, c'est vraiment des pièces qui sont en extérieur. Et là, comme on parlait tout à l'heure de laboratoire de matériaux, on est vraiment sur de la cuisine sur plusieurs semaines où on cherche de manière très éthique comment faire les choses naturellement et comment, par exemple, ce projet a été fait avec des scientifiques du King's College de Londres, comment on peut vraiment faire plaisir aux insectes, quelles couleurs ils vont apprécier, quels matériaux. Et comment ces pièces-là vont être complètement biodégradables, mais résister aussi. Parce que quand on parle d'œuvres d'art qui sont faites de manière naturelle, on se pose aussi la question de la biodégradabilité, de combien de temps elles vont rester dans l'espace public, combien de temps elles vont vivre en fait. Donc il y a toutes ces questions-là qui reviennent. Et ce dernier projet, c'est juste une petite présentation. C'était un projet qu'on a développé au domaine de Bois-Buchet, qui est un espace pour artistes, designers et architectes.
où en fait, il y a plein d'étudiants qui sont venus du monde entier, de jeunes professionnels pour travailler avec nous. Et l'idée, c'était vraiment d'utiliser les ressources sur le site pour créer une sorte d'architecture comme ça, vraiment très primitive. Donc, c'est comme ce que tu disais, Tariq, tout à l'heure, c'est revenir à des choses beaucoup plus primitives, revenir à la nature, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'elle pour vivre dans une sorte de communauté et de partage de connaissances. Mmh. Alors, la Fondation prône cette transdisciplinarité, cette combinaison, pardon, de disciplines. Et donc, quelle est ta réaction ou ton ressenti, Tariq, Chekchak, sur la pratique de Marlène? Et on parle beaucoup maintenant de co-création pour justement des produits au sein d'une entreprise, mais aussi en tant qu'œuvre. Donc voilà, quel est ton sentiment par rapport à… Moi, je suis absolument émerveillé de voir qu'effectivement, cette posture qui est vraiment une posture que l'époque nous appelle à cultiver, d'une autre relation au vivant que la vision purement utilitariste. Marlène, tu parlais tout à l'heure de la vision de l'exploitation des abeilles pour le miel, donc on va essayer de tout concevoir pour finalement pousser ce curseur au maximum. Et là, tout d'un coup, il y a quand même de plus en plus d'acteurs. Ils ne sont pas majoritaires, mais les grands changements ne viennent pas forcément des, euh, des majoritaires. C'est cultiver une nouvelle relation au vivant. Une nouvelle relation qu'un anthropologue comme Philippe Descola dirait comme ni romantique, même si le romantisme a sa place, hein, ni utilitariste. Un juste milieu, c'est-à-dire quand on a envie d'aller vers le romantisme, avant tout, ben, bien sûr, c'est possible, mais en tout cas, essayer de ne pas trop aller vers l'utilitariste, et voir avant tout des ressources plutôt que des êtres vivants. Donc, ce qui veut dire que finalement, il y a, à travers ces travaux-là, quelque chose qui est du domaine du soin, du plus que l'humain. Et je rajouterais que bien souvent, ces personnes que j'ai la joie de rencontrer comme Marlène ont aussi parfois la vision utilitariste. Et là, c'est l'approche qu'on appelle solution fondée sur la nature, c'est-à-dire qu'on va réfléchir par exemple à réduire les îlots de chaleur en ville face au changement climatique. On va penser éventuellement à favoriser la pollinisation grâce aux abeilles. Donc il y a une certaine vision utilitariste, bon pour l'humain, mais aussi bon pour le non-humain, bon pour les écosystèmes, bon pour d'autres espèces. Et là, on commence à s'approcher de ce qu'on pourrait appeler une approche de l'économie symbiotique, comme le dirait Isabelle Delannoy, ou de la permaéconomie, quelque chose qui est vraiment une sorte d'un nouveau contrat naturel où on va prendre à cœur les trois soins. Soin de soi-même en tant qu'individu, bien sûr, et on voit à quel point l'époque nous rappelle un peu cruellement que c'est important, et il n'y a pas que le soin biologique, il y a aussi le soin psychologique. Parfois, j'ai l'impression qu'en ce moment, on se concentre surtout sur la biologie, un peu moins sur la psychologie. Il y a le soin des sociétés dans lesquelles nous évoluons, participer à ces sociétés, surtout quand on a la chance d'être dans une démocratie, même si c'est pas simple, même si pas… Et puis le soin des écosystèmes qui nous permettent d'être là. Et je trouve que ces propositions de création de valeur commencent de plus en plus, merci Marlène, à montrer que ce n'est pas des utopies, mais que ça peut s'incarner, y compris dans des espaces de mobilier urbain, dans des endroits où a priori on a l'impression que c'est loin de pouvoir s'incarner. Alors, je pense que Marlène, à propos d'écosystèmes, a justement eu cette initiative géniale de créer une résidence à 1 heure de Paris pour justement développer des projets de co-création autour des enjeux du vivant. N'est-ce pas, Marlène? Oui, du coup, cette résidence, on vient de déménager le studio de Paris à la campagne et on est en train de travailler dessus. C'est vraiment revenir à l'idée de communauté dont je parlais tout à l'heure, plus comment, en fait, la collaboration avec des acteurs locaux de la campagne, parce que là, on a commencé à travailler, par exemple, sur des ruches avec de la bouse de vache, enfin, on collabore avec des fermiers, tout ça, et comment nous, on peut ramener des personnes extérieures de ce milieu rural et comment on peut créer des connexions avec des artistes ou des familles, des enfants qui viennent travailler avec nous sur place.
Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que proposent? Quelles sont les envies des fermiers sur cette question artistique? Et est-ce que tu penses que tu pourrais inviter Tariq, par exemple, dans ta résidence? Trop. Bah, ce qui Un est peu hyper l'idée. intéressant, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en tant que, enfin, toi, Tariq, tu as ton langage, j'ai mon langage aussi en tant qu'artiste. Et du coup, quand on s'adresse à un fermier, il y a un autre langage encore. Donc, au début, ils sont très amusés de voir des petites nanas avec du rouge à lèvres qui arrivent dans leur ferme pour leur parler d'abeilles ou de bouse de vache. Ils sont un peu choqués. Et ce qui est important, en fait, je pense qu'avec le travail artistique, c'est qu'on peut vraiment créer des liens avec des spécialités. Le domaine scientifique, il peut être très effrayant pour des personnes. Donc, moi, j'essaie d'utiliser vraiment mon travail pour apporter des outils d'explication, que ce soit à un petit enfant de 5 ans ou à une personne qui n'est pas du tout dans ce monde-là. Et je trouve ça hyper important, du coup, de créer ces liens avec ces fermiers, de leur ouvrir les portes d'un monde qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et ils sont hyper curieux, en vrai, de découvrir tout ça. Donc, c'est hyper chouette de créer cette sorte de communauté avec plein de spécialités différentes qui se découvrent et qui s'apprennent énormément entre elles. Alors, dans l'entreprise, il y a une question quand même de volume, la question des volumes. Donc, c'est un peu compliqué de dupliquer à grande échelle des produits éco-conçus, même si on va vers ça, hein. Et en même temps, est-ce que vous pensez tous les deux qu'on serait prêt à porter des vêtements biodégradables ou à vivre dans des habitats éphémères comment est appréhendé, tu parlais de psychologie, Tariq, justement, donc est-ce qu'on est prêt justement à vivre autrement cette question du vivant et la façon dont on porte nos vêtements et souvent qui sont, voilà, même la façon de porter une seconde main qui pourrait être un acte écologique, beaucoup plus maintenant avec ce qu'on est en train de traverser comme crise. Oui. Est-ce que vous me permettriez de partager juste une diapo? Bien sûr, bien sûr. J'espère que ça va bien marcher. Voilà, c'est celle-ci. Est-ce que vous la voyez? Oui. Oui. Je la mets en plein écran, là, normalement. Et si ce n'est pas en plein écran, ce n'est pas très grave. Il y a deux informations que je voudrais partager avec vous. Si vous prenez le nombre de mammifères que vous avez sur Terre actuellement, 60% de ces mammifères, c'est du bétail d'élevage. Si vous prenez les humains, c'est 36%. Je parle juste des mammifères. Mammifères sauvages, 4%. Les oiseaux, 70%, c'est principalement des oiseaux de batterie. 30%, ce sont des oiseaux sauvages. Et plus récemment, en 2019, dans Nature, donc ce n'est pas un journal d'écologistes, comment dire, activistes, hein, c'est une des plus grandes revues scientifiques internationales. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les matériaux construits par les humains dépassent en matière sèche les arbres et les buissons sur Terre. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a aussi plus de plastique sur Terre que de matière vivante animale. Donc ça, ce sont des choses auxquelles il faut apporter des réponses. Personne, je pense, n'a envie de créer de la valeur pour finir par se retrouver dans ce type de situation. Et je vais arrêter le partage pour peut-être vous parler plus directement. Donc, il y a deux informations que je veux partager là. On est dans un moment critique où vraiment c'est la première fois où la technosphère dépasse la biosphère, quelque part en termes même de masse, de volume. Première fois dans l'histoire de l'humanité. Et en même temps, c'est un appel à une grande aventure humaine. Et le changement climatique, bien sûr, est aussi partie prenante de cet appel. La 6e extinction de masse est aussi... On n'a plus le choix que de changer nos modes de production et nos modes de consommation. Et ça ne veut pas dire revenir à, comme certains le caricaturent parfois, à la caverne de nos ancêtres Cro-Magnon. Pourquoi? Parce que le vivant mise beaucoup sur l'information et un design intelligent de l'information, encore une fois, pour minimiser la consommation de matière et d'énergie. Je vais prendre un exemple, le récif de corail. Les gens adorent plonger dans les récifs parce que c'est une eau transparente. Ça veut dire qu'elle est pauvre en éléments nutritifs à la base. Ce qu'on dit en scientifique, oligotrophe. Pourtant, par le jeu de la diversité, par le fait que les déchets de l'un deviennent la ressource de l'autre, le mucus de corail qui est mangé par toutes sortes d'organismes, etc., vous avez de la création de valeur qui est incroyable.
Qui peut dire qu'un récif de corail est un milieu pauvre? Tout ça dans une sobriété qu'on n'est pas capable d'imiter pour le moment en matière et en énergie. Donc c'est une partie de ma réponse. Il y a un grand espoir. On voit apparaître une facilité à partager de l'information par rapport à il y a même ne serait-ce que quelques décennies. Le grand problème, c'est que ces technologies de l'information, cette révolution informationnelle, comme le dirait notre ami Patrick Vivray, et pas révolution digitale, mais révolution informationnelle, elle est basée sur quoi? Sur des terres rares. Elle est basée sur quoi? Sur des choses qui viennent de l'autre bout du monde et qui détruisent la biosphère. Donc, de toute façon, quelles que soient les solutions qu'on trouvera chacun dans nos filières, on n'a pas le choix, je dirais. Et je pense qu'il y a néanmoins de grandes promesses par une certaine relocalisation de l'économie, par le fait qu'on va réfléchir reconditionnement, réparation facile, modularité, interopérabilité. Ça veut dire qu'un élément qui est utilisé pour une industrie, une fois qu'il n'est plus utilisé pour cette industrie, peut être utilisé pour une autre. Et là, il y a matière à optimiser d'une manière incroyable. Ok. Tariq, moi, j'ai une question assez précise. Penses-tu que nous pourrons nous libérer du plastique, donc c'est-à-dire le plastique qui est en train de tuer nos océans et notre vie sur la Terre et qui n'est pas biodégradable? Est-ce qu'il y aura des contraintes réglementaires évidentes? Mais en termes de recherche, toi qui es au cœur du sujet, pourquoi ça avance si peu vite? Tu vois, une enzyme qui serait capable de manger le plastique, un plastique biosourcé. Donc voilà, le plastique, c'est quand même c'était très à la mode dans les années 50, mais maintenant on se retrouve avec un continent entier dédié au plastique. Oui. Donc, est-ce que ce n'est pas le sujet number one, la question du plastique? Je vais répondre comme Oui, vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Je vais répondre comme un moitié normand que je suis, parce que ma maman est normande et mon papa était nord-africain. Donc là, je vais prendre le côté normand en disant peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En fait, il y a deux aspects que je pense cruciaux. Il y a la matière qui est générée pour les usages que l'on fait du plastique actuel. Et je pense qu'on a pu se permettre de mettre autant de plastique partout parce qu'on finalement, il venait des hydrocarbures qui étaient extrêmement peu chers. Alors, je pourrais faire hurler peut-être en disant ça, mais effectivement, quand on a une ressource limitée, mais qui est au moins sur un temps court et aussi abondante, on peut se permettre de la gaspiller en fait. D'une certaine façon, le plastique pourrait être une matière noble. D'ailleurs, l'Institut des futurs souhaitables, dans le cabinet de curiosité du futur de 2040, on avait imaginé un service précieux en plastique, en disant, ben voilà, en 2020, on considérait le plastique comme une matière qu'on pouvait mettre absolument partout et donc on retrouvait partout. Maintenant, c'est une matière précieuse. Donc, il y a un changement de mentalité aussi. Maintenant, en ce qui concerne la recherche sur des substituts à ce plastique, je vais prendre mon ongle, là, tout simplement, sur mon corps. Est-ce que ce n'est pas un merveilleux plastique, potentiellement? C'est une résine. Oui, mais en même temps, il joue le rôle de fonction. Si on arrive à le designer d'une certaine façon, c'est la même chose pour la chitine, hein, la carapace des insectes. Il y a eu jusqu'à maintenant que des petits essais avec des technologies qui n'étaient pas encore mûres. Donc c'est maintenant en fait qu'il faut mettre un effort de R&D, de recherche et développement sur ces pistes-là. Si on est encore en train d'essayer d'éponger ce qui sort de la baignoire sans s'approcher des robinets, je ne pense pas que c'est une bonne solution. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire, voilà, comment je retire l'océan du plastique, le plastique des océans, comment je le dégrade, etc. Il y a plusieurs niveaux. Il faut le faire à ce niveau-là, mais il faut aussi réfléchir en amont, très en amont de l'éco-conception, pour éviter de se retrouver à garder les robinets ouverts. Et à côté de ça, il y a les alternatives. Les alternatives, il y a des pistes maintenant intéressantes qui sont pas encore bien stabilisées, mais qui méritent, si on doit mettre des ressources, d'être soutenues pour qu'on passe de la preuve de concept à des phases d'industrialisation plus ou moins mûres. Et ça, au départ, si vous commencez à vous intéresser à une nouvelle technologie, bien sûr qu'elle est plus chère que la technologie existante. C'est normal, c'est le début. Mais si vous ne donnez pas de l'énergie et donc des ressources, y compris financières, pour la soutenir, alors vous n'arriverez jamais au point de bascule où elle peut remplacer l'ancienne technologie. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais il y a plusieurs niveaux où on peut agir en fait. Et pour moi, la clé, c'est l'amont d'abord. C'est la table à dessin, c'est la table à design et une conception qui réduit la demande en ce type de ressources. Et alors, donc, pour accélérer sur ces sujets,
quel est le rôle de chacun, de l'artiste, du scientifique, de l'entreprise, et comment ces écosystèmes peuvent à un moment ou à un autre se rejoindre sur des projets. Je paraphraserai, je crois, Mathieu Baudin, le créateur de l'Institut, qui dit les solutions du XXe siècle sont devenues les problèmes du XXIe. Pourquoi je commence par ça? Parce que déjà, même si parfois il y a des comportements voyous de différentes organisations, la plupart du temps, quand même, c'est une aventure en commun et on se rend compte collectivement que ce que l'on pensait être bon à une certaine époque est devenu le problème de notre postmodernité. Donc déjà, ne pas être simplement dans une attitude accusatrice, mais plutôt d'essayer ensemble de trouver des solutions avec des grandes industriels, avec des startups, avec des designers, avec des scientifiques, des artistes. Je pense que ça, ce côté collaboratif, ce côté même une certaine forme d'innovation ouverte, est quelque chose qui est une partie de la réponse. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a la question de qu'est-ce qui fait finalement succès dans une société. Je pense que les entreprises ont un énorme rôle à jouer. Pourquoi? Parce que une entreprise, c'est un peu comme un système vivant aussi. Et à partir du moment où on est clair sur sa raison d'être, sur pourquoi finalement on a fait cette entreprise, cette dynamique entrepreneuriale, on révèle quelque chose qui est une puissance de vie. Et cette puissance de vie, elle peut être orientée simplement sur une colonne de chiffres, ou elle peut être orientée vers le bien commun. Dans son secteur, dans son segment, on n'essaie pas de tout transformer. Et à partir de là, on a une réflexion systémique qui commence à s'engager. Et si on a des réflexes systémiques, on trouve aussi des solutions synergiques. C'est-à-dire, je vais répondre aux besoins sur lesquels je me mobilise en tant qu'entreprise ou en tant que citoyen, mais je vais faire en sorte que, en plus de ça, je vais répondre à d'autres besoins. Ce mobilier urbain que nous montrait Marlène, on peut s'asseoir éventuellement dessus, je ne sais pas, et en même temps, ça accueille les insectes, ça accueille la biodiversité, donc ça répond à un besoin humain et ça répond à d'autres besoins en même temps. Donc ça aussi, c'est une des clés, repérer les réponses synergiques, mais repérer aussi les réponses destructrices. Je réponds à un besoin, mais je déplace des impacts ailleurs. Je m'excuse, c'est peut-être une réponse un peu longue. Bien sûr, c'est passionnant. Mais par exemple, avec la voiture électrique, c'est-à-dire qu'acheter une voiture électrique, donc on ne distribue pas de CO2 dans l'atmosphère, mais par contre, la voiture, pour la concevoir, est consommatrice d'énergie fossile et pose la question du recyclage. Donc bref, c'est déplacer des curseurs ailleurs. Voilà. C'est tout à fait même. Pardon. Marlène? Oui, je vous entends. Ton sentiment, ton avis sur ces questions d'écosystème à nouveau, de collaboratif? Oui, je pense que comme tu disais, Tarek, c'est vraiment la clé d'essayer de joindre nos forces en fait tous ensemble pour essayer de trouver des solutions. Que personne peut faire son petit truc dans son petit coin et que tout le monde a besoin de partager ses connaissances. Et c'est pour ça que je suis super intéressée de toujours travailler avec des scientifiques ou des gens comme ça qui peuvent avoir une voix un peu compliquée à comprendre et à entendre. Mais je pense que tous ensemble, on peut vraiment créer des moyens de communication et des solutions. Alors, il est 19h30 déjà, le temps passe vite avec vous, Marlène et Tariq. Et merci à vous deux en tous les cas. Et j'ai une première question. Inès Vanson qui dit, c'est pas une question mais plutôt une remarque, c'est passionnant votre histoire. Et Isabelle Kowal qui nous dit, mais alors que peut-on faire à titre individuel pour avancer sur ces questions? Que peut-on faire à titre individuel? C'est peut-être plutôt une question pour Tariq. Est-ce qu'il faut se former? Voilà, comment consommer différemment, justement? Donc, comment regarder les étiquettes, se former à l'Institut des futurs souhaitables, par exemple, c'est déjà une première étape qui peut porter le changement. C'est gentil de nous faire la publicité, mais du coup, je vais essayer de vraiment partager ce qui me semble le plus important. Le plus important, c'est déjà de redevenir quelque part terrien. Quand je dis redevenir terrien, c'est-à-dire qu'on a beaucoup regardé les étoiles, on a beaucoup rêvé sur l'humanité capable de sortir de notre belle planète bleue pour aller explorer d'autres horizons. Et finalement, on s'est rendu compte en faisant ça, parfois grâce aux satellites aussi, qu'on avait des tas de choses à comprendre encore sur notre planète, sur son fonctionnement. Et du coup, finalement, parfois, j'ai l'impression qu'on est dans une période, encore une fois,
grâce au changement climatique, je dirais presque ça, grâce à la crise de la biodiversité, aux souffrances générées par une mondialisation qui est subie. Il y a aussi des choses positives, hein. Je suis pas en train de, mais je fais exprès de prendre les problèmes. Les problèmes sont féconds. Les crises sont fécondes. Les crises appellent à un changement, surtout si c'est des crises systémiques. Et il y a une formidable aventure qui est celle de se rendre compte qu'on a eu une vision de l'humanité comme l'humain d'un côté et la nature de l'autre, en tout cas dans le monde occidental, et que là, on se rend compte que tout est une question de relation. Qu'on appartient au même arbre généalogique depuis 3,8 milliards d'années. Tous les organismes que vous croisez dans votre quotidien, l'insecte qui est hébergé par les habitats de Marlène, le chat qui vient se frotter contre votre jambe, on est cousins en évolution. C'est une question de temps long. Et sur une autre planète, ça serait une autre lignée. Donc, il y a une forme d'émerveillement qui devrait sortir de ça. Et donc, un changement de posture. Et je fais confiance à toutes les solutions qui sortiront de ces changements de posture. C'est ça la clé. Changer de posture, changer de regard. Merci Tariq. Alors, une question d'Adriana Quintero. Pour avoir des approches systémiques, nous avons besoin de personnes ayant des compétences atypiques. Géologue plus artiste, biologiste plus ingénieur, etc. Le système éducatif français est-il à la hauteur, selon vous? Ça, c'est une bonne question. Merci, Adriana. Merci Adriana. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai fait une première partie de mes études en France et après, j'ai été attirée par quelque chose d'un peu plus expérimental en Angleterre. Et c'est vrai que je pense que le système français encore est assez académique et je pense que ça nous permettrait de pouvoir peut-être développer des écoles un peu plus dans le futur qui sont portées sur cet esprit collaboratif. Mais c'est vrai que du coup, dans ce master de matériel futur à la St. Martin's de Londres, on était vraiment poussé à avoir cette interconnexion avec des scientifiques, des gens de l'industrie, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça manque énormément dans l'approche française. Donc, j'encouragerais tout le monde à retravailler ça et à proposer des structures qui sont peut-être plus adaptées pour prendre des risques et repenser ces systèmes-là. Donc, un système plus collaboratif, plus horizontal, plus participatif. Ouais. Plus expérimental, ne pas avoir peur de prendre des risques. Je pense que c'est un truc en France où on a encore un peu du mal. Et voilà, essayer ce qui est possible d'essayer. Nathalie, si je peux juste partager une info quand même sur ce qui se passe en France actuellement, à ce sujet-là, hein, sur cette question-là. Il y a un master biomimétisme qui a été ouvert l'année dernière à l'ENSI, l'école de design de ENSI Les Ateliers à Paris. C'est Bio-Inspired Design. Et il y a un autre master qui s'est ouvert cette année en ingénierie des matériaux à l'université de Pau, également sur les matériaux bio-inspirés. Donc ça commence quand même à s'incarner aussi dans des nouvelles propositions pédagogiques. D'accord, donc master biomimétisme à l'ENSI, Université des matériaux à Pau, Université de Pau. J'ai une autre question d'Isabelle à Coal pour Marlène. Quels sont vos projets en cours à la résidence? Quels sont vos projets pour 2021? En ce moment, on est en train de travailler sur un projet pour l'abbaye de Maubuisson. Donc, on a repris un peu notre travail de recherche qu'on a fait pour le Musée de la Science de Londres. On est en train de leur concocter des ruches sculptures de 4 mètres de haut, donc des ruches éducatives qui vont permettre en fait à tout le public du parc de l'abbaye de Maubuisson de découvrir vraiment le milieu des abeilles sauvages, d'avoir un cœur de sculpture qui s'ouvre sur la vie des abeilles. Donc, c'est vraiment un projet éducatif. Et là aussi, on a beaucoup travaillé avec des matériaux naturels, de la bouse de vache, ce genre de choses. Je ne sais pas si Tara vous a un peu montré ça. Oui, tout à fait. Ouais, je suis désolée, j'ai loupé ça. Et voilà, donc ça, c'est notre projet en cours. Et c'est vrai que je trouve que c'est une bonne connexion entre vraiment le travail de sculpture et enfin, nous, ce qu'on aime, c'est créer des petits habitats pour les insectes au final. Donc, c'est hyper chouette de pouvoir le faire pour un centre d'art contemporain. Donc, toi, Marlène, quels sont l'enjeu des enjeux parce que l'heure tourne et il est 19h35. Donc, quel est l'enjeu des enjeux pour toi en tant qu'artiste designer? Est-ce que comment tu je dis toujours de pas suivre les rules, les lois, d'essayer de
de faire bouger un peu le système, de faire des choses qui sont provocantes et qui ont besoin d'exister, parce que je pense que pour les artistes et les designers en ce moment, avec le Covid par-dessus et toutes les expos qui s'annulent et tout, je pense que la grande question, c'est qu'est-ce qui a besoin d'exister aujourd'hui. Et du coup, moi, ma réponse, je la trouve en vraiment créant cette communication avec les insectes et en essayant de les aider et de montrer leur importance à tout le monde, quoi, parce qu'ils sont super importants. Et comme tu disais, Tariq, on a pris beaucoup de place et c'est le moment de voir que tout est lié, en fait, et qu'on a besoin de célébrer tout ça tous ensemble. Et là, tu es actuellement dans une résidence, donc Oui. euh, tu peux nous parler de cette résidence? Oui, oui, exactement. Là, je suis au Portugal. On est dans une énorme réserve naturelle vers Faro, vers la côte atlantique. Et c'est un hôtel, en fait, qui a très peu de clients avec le Covid, donc qui a décidé, lui, d'inviter des musiciens et des artistes pour venir profiter de ce cadre idyllique et faire de la recherche. Donc, on est complètement, enfin, on est en quarantaine hein, aussi, mais on est dans la nature et du coup, c'est hyper inspirant de pouvoir juste ne pas avoir de finalité pour une fois dans le rush de la production, d'exposition ou quoi, mais juste de réfléchir, se recentrer et voilà, penser à des questions de demain. Qu'est-ce qui va se passer après le Covid? Enfin, même cette année avec le Covid, qu'est-ce qui va se passer pour nous, artistes? Qu'est-ce qui va faire sens pour nous de produire vraiment? Je pense que c'est des grosses questions, mais c'est très luxurieux d'avoir ce temps de le faire, en fait. Tariq, l'enjeu des enjeux, on va un peu paraphraser l'Institut des futurs souhaitables et saluer Jean-Luc et Martin et pardon Mathieu. C'est grâce à eux que je t'ai rencontré. Donc, dis-nous un peu l'enjeu des enjeux pour toi. Donc, tu l'as déjà un peu exprimé, c'est changer de posture. Changer de posture. Ouais. Oui, changer de posture. Et si je veux être un peu plus précis, c'est repérer les symbioses et les synergies entre l'humain et le non-humain pour maximiser en fait des relations mutuellement bénéfiques. Mais je pense qu'on va tous se plonger dans repartir dans la nature, être en tous les cas plus connecté avec le vivant, grâce à vos éclairages, grâce à vous, et puis grâce aussi, comme tu dis, ce drame est aussi une opportunité de vivre différemment. Voilà, bah écoutez, ça se termine notre rencontre. J'étais ravie vraiment de vous écouter, c'était passionnant. Et si vous voulez en savoir plus, donc là on me pose une question formidable, cette rencontre. Y a-t-il un texte ou un ouvrage que vous nous recommandez, Marlène, Tariq? Marlène, une lecture inspirante avant de nous quitter. Oui, exactement, je l'avais préparé. En plus, c'est Baptiste Morisot. Ah, génial, je l'adore. Il est super top et il nous parle vraiment de la cohabitation entre nous et les différentes espèces et le monde de la nature. C'est hyper beau. Le pisteur de loups, le philosophe. Ouais, exactement. Tariq? Bah, je viens de me faire voler ma recommandation par Marlène. Donc, mais sinon, bah, en second, l'humanité bio-inspirée, dans le cadre d'une exposition en cours qui malheureusement n'a pas pu vraiment démarrer, hein, mais elle est quand même ouverte à la Cité des sciences et de l'industrie. Il y a un ouvrage collectif qui s'appelle Humanité bio-inspirée. Génial, merci beaucoup, merci à vous deux. Très bonne fin de soirée à tous et vous pouvez retrouver cette rencontre. Donc, merci pour cette invitation. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles rencontres entre art et sciences. Merci à vous deux, un très grand merci. Merci, prenez soin de vous et de vos écosystèmes. À bientôt. À bientôt. Merci Tariq, merci Marlène. Au revoir. Au revoir.